Quelque part dans le ciel du Midwest, à 11 000 mètres d'altitude, un avion rempli de passagers fatigués a soudainement été secoué par les cris d'un gamin. Ce n'était pas n'importe quel gamin. C'était le fils autiste d'un PDG super influent. Et rien, absolument rien, ne pouvait le calmer jusqu'à ce qu'un inconnu, un concierge, un père célibataire vêtu d'un sweat à capuche usée, se lève et fasse quelque chose que personne n'attendait. Ce qu'il a fait ensuite n'a pas seulement fait taire la cabine. Ça a changé 4 vies pour toujours. Restez avec nous pour découvrir le miracle discret qui s'est déroulé dans le ciel et l'histoire d'amour que personne n'avait vu venir. Et si vous croyez que la gentillesse peut changer des vies dans les endroits les plus inattendus, pensez à vous abonner. On partage des histoires humaines, réelles et apaisantes qui touchent le cœur. Et la tienne pourrait être la prochaine. Tout a commencé par un bruit. Pas les pleurs d'un bébé, ni la crise d'un enfant. C'était un cri aigu et perçant qui a transpercé l'air pressurisé du vol 214 comme une lame. Il venait du siège 2B dans la cabine de la classe affaires. En quelques secondes, les têtes se sont tournées, les sourcils se sont froncés et les agents de bord se sont regardés avec une panique à laquelle ils n'étaient pas préparés. Le garçon, qui n'avait pas plus de 7 ans, était recroquevillé sur lui-même, les poings serrés contre ses oreilles, se balançant violemment sur son siège. Ses genoux cognaient contre la tablette rabattable qui se refermait avec un bruit sec. Ses yeux étaient grands ouverts, mais il ne regardait rien. Il était ailleurs. À côté de lui, Olivia Bennett, impeccablement vêtue d'un tailleur blanc crème, des boucles d'oreilles en diamant à peine visibles sous ses cheveux noirs, encore soigneusement attachés après une réunion d'affaires à Tokyo, essayait de le bercer. Sa voix était basse et tendue. Ses mots s'adressaient uniquement à son fils, pas aux autres passagers. « Ethan, mon bébé, écoute maman. Tout va bien. Tu es en sécurité. C'est juste l'avion. » Mais il ne pouvait pas l'entendre. Son cri devint plus aigu, plus primitif, poussant l'homme âgé assis de l'autre côté de l'allée à murmurer « Bon sang !» entre ses dents. La femme assise au siège 3A porta son verre de vin à ses lèvres, faisant semblant de ne rien remarquer. Un homme d'affaires assis quelque part derrière lui remit son masque de sommeil sur ses yeux et marmonna que la première classe n'était plus ce qu'elle était. La chef de cabine s'approcha avec hésitation, essayant de sourire. « Madame, pouvons-nous faire quelque chose pour vous aider ?» Olivia se tourna vers elle, les yeux écarquillés de fatigue. « Non, merci. Il est autiste, il ne comprend pas. Il est juste dépassé. » L'hôtesse acquiesça, mais ne bougea pas. Les cris continuaient. Ils étaient incessants. Olivia se pencha en avant, appuyant son front contre celui de son fils, les larmes lui montant aux yeux. Elle murmura désespérément « S'il te plaît, Ethan, s'il te plaît, maman ne peut pas faire ça maintenant. » Le garçon donna un coup de pied. Son talon heurta violemment son tibia. Olivia tressaillit, mais ne recula pas. Son image impeccable ne se fissura que légèrement. Mais pour une femme qui dirigeait un empire logistique d'1 milliard de dollars et négociait dans des salles de réunion remplies de cadres en costume, ce moment lui donnait l'impression de se noyer en public. Elle n'avait nulle part où se cacher. Dans la rangée 19, Michael Carter cligna des yeux et se réveilla. Il somnolait, une botte à moitié retirée, une vieille veste bleu marine posée sur ses genoux comme une couverture. Le bruit le réveilla comme une fusée éclairante qui atteignit son système nerveux. Il s'assit, ajusta le tablier blanc en lambeaux noué lâchement sur son henley et se tourna vers l'avant de la cabine. Au début, il ne bougea pas, il se contenta d'écouter. Puis vint le deuxième cri, plus aigu, plus court, comme un halètement pris au piège dans un ouragan. Et Michael l'a vu, le garçon, la mère, le chaos. Il s'est vu lui-même. Il y a 15 mois, sa fille Emma s'était effondrée en sanglots sur le sol d'une épicerie parce que les haut-parleurs diffusaient une chanson qui lui rappelait sa mère. Les clients la regardaient, personne n'avait aidé. Il s'était assis par terre à côté d'elle et avait tapoté le rythme de sa berceuse préférée sur le carrelage jusqu'à ce qu'elle respire à nouveau. Et maintenant, il se retrouvait dans la même situation, sauf que cette fois-ci, il était à 30 000 pieds d'altitude, et c'était l'enfant de quelqu'un d'autre qui était en train de s'effondrer. Michael se tourna vers Emma, qui s'était réveillée à côté de lui, ses grands yeux bruns s'ouvrant lentement. « Quelqu'un a peur ?» demanda-t-elle d'une voix endormie. Il acquiesça d'un signe de tête. « Oui, beaucoup. » Elle ne posa pas d'autres questions. Elle se contenta de lui serrer la main. Puis il se leva. Le trajet entre la rangée 19 et le siège 2B lui sembla interminable sous les escaliers. Michael était très conscient de son uniforme militaire défraîchi. Ses bottes éraflées, son tablier encore taché de fleurs provenant du restaurant de l'aéroport de Tokyo. Il entendit quelqu'un murmurer « Qui est ce type ?» Il ne s'arrêta pas. Quand il arriva près d'Olivia et du garçon, il s'accroupit, pas devant elle, mais juste à côté d'Ethan. Il ne dit rien. Lentement, délibérément, il tendit la main, pas vers l'enfant, mais vers l'accoudoir du siège, et commença à tapoter. 3 petits coups, une pause, un long,
puis 3 cours à nouveau, une pause, et ainsi de suite. Le rythme était régulier, grave, presque percussif, à peine audible sous le grondement des moteurs, presque un battement de cœur. Les cris d'Ethan faiblirent. Ils ne s'arrêtèrent pas, mais s'affaiblirent. Il pencha la tête, ses yeux suivirent le rythme, ses mouvements de balancement ralentirent. Michael resta impassible. Il continua simplement à tapoter, à respirer, silencieux. À côté de lui, Olivia le fixait. Elle ouvrit les lèvres comme pour parler, mais aucun mot ne sortit. Elle ne savait pas qui il était, pourquoi il était là, pourquoi ça marchait. Puis une petite voix retentit derrière eux. Papa Michael se retourna légèrement. Emma se tenait là, dans ses chaussettes en peluche, tenant son lapin en peluche et un petit bracelet jaune en laine autour de son poignet. Sans hésiter, elle s'avança et s'accroupit à côté du garçon. Doucement, elle retira le bracelet. « Je le porte quand j'ai peur », dit-elle. « Tu peux l'emprunter. » Pas de réponse, mais Ethan tendit la main et le prit, puis se recroquevilla sur son siège et s'endormit. Le silence qui suivit était plus assourdissant que le cri. Toute la cabine de la classe affaires était immobile, comme si tout le monde avait oublié comment respirer. Olivia regarda son fils, puis l'homme agenouillé à côté de lui, puis la petite fille qui avait simplement offert du réconfort comme seul un enfant peut le faire. Une seule larme coula sur sa joue. « Toi » dit-elle d'une voix rauque. « Qui es-tu » Michael leva les yeux, le regard doux. Il ne sourit pas. Il n'en avait pas besoin. « Juste un papa » dit-il doucement. « Qui était là » L'avion continua à avancer comme si de rien n'était. Mais quelque chose s'était passé. Je le vois bien. Ethan dormait, le bracelet de fil jaune serré dans sa main, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme régulier. Sa tête était appuyée contre le bras d'Olivia, qui était engourdie depuis longtemps. Mais elle n'osait pas bouger. Elle restait assise, les yeux figés, non pas sur son fils, mais sur l'homme qui retournait tranquillement à sa place en classe économique. Il n'avait pas donné son nom. Il n'avait pas attendu les applaudissements, ni demandé de remerciements. Il lui avait simplement fait un signe de tête et dit « Juste un père qui est passé par là ». Puis il était parti. Olivia Bennett n'avait pas l'habitude d'être réduite au silence. C'était le genre de femme qui remplissait les salles de réunion de sa présence, dont les emails faisaient tressaillir les directeurs, dont la signature pouvait faire basculer des millions de dollars de financement du jour au lendemain. Mais maintenant, tous ces titres, PDG, fondatrice, philanthrope, semblaient insignifiants par rapport à une seule vérité. Elle venait de voir un inconnu faire en 30 secondes ce qu'aucun thérapeute, aucun spécialiste, aucun comportementaliste n'avait jamais réussi à faire. Calmer Ethan sans le toucher, sans lui dire un seul mot. C'était comme si elle avait vu quelqu'un ouvrir une porte dont Olivia ignorait l'existence. Et la clé, c'était le rythme. Le bracelet a attiré son attention. Doux, délavé, un peu effrayant. Peut-être le bricolage d'un enfant. Pourtant, Ethan s'y agrippait comme à une bouée de sauvetage. Olivia le fixa longuement, ses pensées remontant le temps. Elle avait essayé de réconforter son fils avec des écouteurs anti-bruit, des vidéos sur iPad, des huiles essentielles, des exercices de respiration. Tous ces trucs avaient été soigneusement recommandés, mais ils avaient tous échoué quand ça comptait le plus. Et puis était arrivé cet homme avec sa veste tachée au poignet, une fleur sur son tablier en lambeaux, un rythme dans les doigts et une fille avec un regard apaisant. Elle appuya sur le bouton d'appel. L'hôtesse de l'air apparut avec le même sourire prudent. « Oui, mademoiselle Bennett. » Olivia n'hésita pas. « Pourriez-vous m'apporter le nom du passager du siège 19C » La femme cligna des yeux. « Le monsieur qui m'a aidé. »« Oui. » Une pause, puis un signe de tête. « Bien sûr. » 2 minutes plus tard, un bout de papier plié arriva discrètement. Olivia l'ouvrit lentement, comme s'il risquait de s'effriter entre ses mains. Michael Carter, siège 19C. Voyageant avec sa fille Emma Carter. Âgée de 8 ans, destination finale, Lyon. C'était tout. Elle se retourna pour regarder derrière elle, balayant subtilement du regard toute la longueur de la cabine. Il était là, Michael, lisant maintenant un livre de poche usé, le bras autour de sa fille, qui s'était endormie contre son épaule. La tête d'Emma bougeait doucement à chaque turbulence. Le coffret de violoncelle à leurs pieds ressemblait plus à un héritage familial qu'à un instrument rayé, couvert d'autocollants et visiblement très aimé. L'image était calme, ordinaire et tout à fait désarmante. Le reste du vol se déroula dans le calme. Ethan ne se réveilla pas. Olivia ne dormit pas. Elle resta assise, immobile, son esprit bougeant comme des vagues sur le sable, lissant certains contours, soulevant de nouvelles questions. Pourquoi n'avait-elle pas connu cette technique avant? Pourquoi personne ne lui avait jamais parlé du rythme? Et comment cet homme à l'allure de concierge, couvert de miettes de biscuits et à la voix douce, savait-il quoi faire? La vérité la transperça comme une épingle, car il l'avait vécue. Parce que ce n'était pas un manuel, c'était la paternité. Réelle, brute, brisée, patiente, et il lui en avait transmis une partie.
Alors que l'avion commençait sa descente, le commandant de bord annonça « Météo à Lyon, ciel frais, brise légère, excellente visibilité ». Emma se réveilla en bâillant. Michael l'aida à attacher sa ceinture de sécurité et lui a mis une petpetite couverture sur les jambes. Olivia remarqua qu'il bougeait avec précaution. Ce n'était pas seulement de l'amour, mais une douceur acquise avec le temps, comme si chaque mouvement avait été étudié et pratiqué pour un enfant qui ne pouvait pas se permettre de surprise. Ethan remua et cligna des yeux pour se réveiller. Dès que sa main toucha le bracelet en fil, sa respiration se calma. Olivia écarta les cheveux de ses yeux et murmura « Tout va bien, mon chéri, tu es en sécurité ». Quand ils atterrirent et roulèrent vers la porte d'embarquement, une hôtesse de l'air se pencha vers Olivia et lui dit « Voulez-vous descendre en premier, madame ?» D'habitude, elle le faisait. Mais pas cette fois. « Non », dit-elle doucement. « Laissez-le passer en premier », dit la femme en haussant un sourcil. Olivia fit un signe de tête vers le siège 19C. L'hôtesse de l'air sourit comme si elle comprenait plus qu'elle ne le laissait paraître. Quelques instants plus tard, Michael et Emma passèrent devant la rangée d'Olivia. Il la regarda une seule fois et elle croisa son regard. Cette fois, elle prit la parole. « Monsieur Carter », dit-elle d'une voix calme mais chaleureuse. « Merci », dit Michael en marquant une pause. « Pas besoin de remercier. J'aimerais vous offrir un café », ajouta-t-elle rapidement. « À vous deux. » Emma se réjouit à l'idée des cookies. Michael hésita un instant, puis esquissa le plus petit sourire qu'Olivia ait vu pendant tout le vol. On ne dit pas non à des biscuits, et c'est comme ça que tout a commencé. Pas avec des roses, ni en échangeant précipitamment nos numéros, mais avec une tasse de café de l'aéroport, 2 biscuits au raisin et à l'avoine, et une petite fille qui a entamé la conversation en demandant « Savez-vous comment jouer à cache-cache avec quelqu'un qui n'aime pas être trouvé ?» Olivia ne le savait pas, mais elle était sur le point de l'apprendre. Le café de l'aéroport était presque vide. Seuls quelques voyageurs sirotèrent leur café dans des gobelets en papier et faisaient défiler leurs écrans fatigués. Ça sentait les grains de café trop torréfiés et la moquette humide. Mais à ce moment-là, pour Olivia, c'était comme une cathédrale. Michael Carter était assis en face d'elle, les coudes sur la table, les mains autour d'une tasse en céramique ébréchée. Emma était assise à côté de lui, balançant ses jambes, mélangeant la crème fouettée dans son chocolat chaud avec une concentration digne d'un rituel sacré. Et Ethan, son Ethan, était assis tranquillement à côté d'Olivia, le bracelet toujours à son poignet, regardant Emma comme si elle était faite d'une matière plus douce que la lumière. Olivia dit donc prudemment, la voix encore enrouée par le vol. « Tu fais ça souvent, sauver des enfants qui crient à 30 000 pieds d'altitude ?» Michael eut un petit rire fatigué. « Seulement le mercredi », dit-il en souriant malgré lui. Emma se pencha vers elle. « Papa dit qu'aider les gens, c'est comme jouer de la musique. Il faut d'abord écouter, sinon ce n'est que du bruit. » Olivia cligna des yeux. « C'est très sage, » dit-elle, sincèrement surprise. Emma rayonna. C'était la phrase de ma maman. Elle enseignait le violoncelle. Elle disait que la musique était sa façon de parler aux gens qui ne parlaient pas sa langue. Michael bougea légèrement la mâchoire. Olivia le remarqua. Quelque chose dans ce manoir avait laissé une trace. Il détourna le regard vers la baie vitrée qui donnait sur les pistes. Le silence s'installa. Pas gênant, pas inconfortable, juste calme. Olivia baissa les yeux vers Ethan. Il était toujours fixé sur Emma, qui avait maintenant commencé à plier une serviette en papier pour en faire quelque chose qui ressemblait vaguement à un lapin. « Je crois qu'il l'aime bien », murmura Olivia. Michael jeta un coup d'œil en arrière, souriant. « Elle a cet effet-là. Quel âge a-t-elle » 8 ans, mais on dirait qu'elle en a 80. Tu es père célibataire. Oui. Sa voix était presque assurée. Et sa mère. Michael marqua une pause, puis regarda Olivia droit dans les yeux. Pas sur la défensive, juste honnête. Elle est décédée il y a 2 ans, d'un cancer du sein. Diagnostiqué tardivement, il a évolué rapidement. Olivia retint son souffle. Je suis vraiment désolé. Il haussa les épaules, mais pas avec dédain. On a eu de bons moments. C'est plus que ce que certains ont. La simplicité de cette phrase fit serrer le cœur d'Olivia. Ethan tendit soudainement le bras par-dessus la table et toucha le lapin en serviette d'Emma. Son doigt suivit soigneusement le pli, comme s'il ne voulait pas le casser. Emma leva les yeux et sourit. « Tu veux en faire un aussi ?» Ethan ne répondit pas. Mais il ne retira pas sa main non plus. « Ça veut dire oui », dit Olivia doucement. Emma poussa une serviette propre vers lui. « Je vais te montrer. » Et ils se retrouvèrent là, 2 enfants pliant des lapins. Un homme qui regardait dans le vide, se souvenant de trop de choses. Une femme qui regardait tout, ressentant plus qu'elle n'était prête à supporter. « Tu es calme avec lui », dit Olivia après un moment. « Ethan, je veux dire, tu n'as pas hésité. » Les yeux de Michael ne quittaient pas le tarmac. « Parce que j'ai vécu ça. » Emma piquait des crises chez Target, à l'église, à l'arrière des taxis. Je subissais les regards, les jugements, la pitié, tout le tralala.
Il se tourna vers elle. J'ai appris que parfois, la chose la plus utile à faire est de ne pas essayer de régler le problème, juste d'être là. Prévisible, rassurant, Olivia déglutit. Je ne sais pas comment faire ça. Ce n'est pas grave, a dit Michael. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, juste constante. Il te rejoindra quand il sera prêt. Elle a baissé les yeux vers son fils, qui regardait maintenant Emma plier un deuxième lapin avec une sorte de révérence respectueuse. J'ai tout essayé, a-t-elle murmuré. Des spécialistes, des régimes, des thérapies. Rien ne marche quand ça va mal, parce qu'il ne s'agit pas de régler le problème. Michael dit, il s'agit de survivre avec eux, côte à côte, selon leurs conditions. Olivia expira pour la première fois depuis des mois, peut-être plus. La pression dans sa poitrine s'allégea. Emma termina le deuxième lapin et le tendit à Ethan. Il le tint comme une sculpture en verre, puis lui offrit le premier en échange. Emma eut le souffle coupé. Un échange. C'est génial. Il acquiesça d'un petit mouvement décisif. Olivia le fixait. Son fils n'avait pas participé volontairement à un échange social depuis des semaines. Michael n'a pas dit « je te l'avais dit ». Il a juste bu une gorgée de café. « Je peux te poser une question ?» a demandé Olivia d'une voix hésitante. Michael a levé les yeux. « Bien sûr. Ce bracelet, celui qu'Emma lui a donné. Il l'a calmé plus vite que tout ce que j'ai essayé. C'était prévu ?» Michael a secoué la tête. « Non, c'était juste Emma. » Emma, en entendant son nom, se redressa. « C'est magique. Maman l'a fait avec moi quand j'avais peur d'aller à l'hôpital. Elle a dit que le jaune était la couleur du courage. » Ethan serra le bracelet plus fort. Olivia cligna des yeux. « C'est magnifique, dit-elle. Merci de nous le montrer. » Emma sourit, puis baissa les yeux. « Elle me manque parfois. Mais papa dit que le fait qu'elle nous manque prouve que nous l'avons aimée comme il faut. » Olivia sentit quelque chose se briser doucement en elle. Elle n'était pas encore prête à mettre des mots dessus, seulement à ressentir la douleur. Ils restèrent assis là pendant encore 20 minutes, bien après que le café ait refroidi. Emma parla à Ethan de son violoncelle. Olivia raconta comment Ethan mémorisait les itinéraires du métro avant même de savoir parler. Michael écoutait plus qu'il ne parlait. Et pour une fois, Olivia n'avait pas peur de rester silencieuse. Alors qu'il se levait pour partir, Emma tira sur la manche d'Olivia. « Mademoiselle Bennett. »« Oui, ma chérie, tu peux garder le bracelet. Je pense qu'il veut rester. » Olivia s'agenouilla, stupéfaite par cette proposition. « Tu es sûre ?» Emma acquiesça solennellement. « Ça l'a aidé. C'est pour ça qu'il a été fait. » Olivia ne savait pas quoi dire. Elle chercha du regard Michael pour qu'il la guide, mais il se contenta d'acquiescer. Olivia fit donc ce qui lui semblait juste. Elle se pencha en avant et serra doucement la fillette dans ses bras. « Merci » murmura-t-elle. Emma la serra dans ses bras sans hésiter. « De rien. » Alors qu'ils se séparaient à la récupération des bagages, Olivia resta debout avec Ethan, regardant Michael et Emma s'éloigner. Deux silhouettes disparaissant dans le brouhaha d'un nouveau jour. Mais à son poignet, le bracelet était toujours là. Et pour la première fois depuis très longtemps, quelque chose d'autre était là aussi. L'espoir. On frappa à la porte pile à l'heure. Ni une seconde trop tôt, ni une seconde trop tard. Prévisible. C'était un petit détail, mais Olivia l'a tout de suite remarqué. Les gens qui respectent les horaires respectent souvent tout le reste. Elle a ouvert la porte doucement. Elle a retenu son souffle à mi-chemin. Michael était là, dans une chemise boutonnée sombre et propre. Les manches un peu froissées étaient retroussées jusqu'aux avant-bras. Derrière lui, Emma tenait une assiette recouverte d'un film plastique à deux mains, comme s'il s'agissait d'une offrande sacrée. « Salut !» a dit Olivia. Sa voix était plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Michael a fait un petit signe de tête. « J'espère que ce n'est pas trop direct. » Emma a insisté pour qu'on apporte des biscuits. Emma sourit. Des biscuits à l'avoine et aux raisins secs. Papa dit que les biscuits aux pépites de chocolat sont pour les lâches. Olivia eut un petit rire surpris. Elle ne s'attendait pas à ça. Pas de sa part. « Entrez !» dit-elle en s'écartant. L'entrée de la maison d'Olivia était élégante, mais stérile. Parquet, lignes épurées, œuvres d'art soigneusement choisies. Elle sentait légèrement la lavande et l'huile de citron, une odeur conçue pour les investisseurs, pas pour les enfants. Ethan s'assit sur le tapis du salon et aligna ses petites voitures par couleur et par diamètre de roue. Il ne leva pas les yeux, mais quand Emma entra, il pencha légèrement la tête. Emma ne dit rien. Elle s'assit juste à côté de lui et commença à aligner les biscuits un par un à côté de ses voitures, en faisant correspondre la taille des biscuits à celle des voitures. Ethan cligna des yeux, puis, sans un mot, commença à l'aider. Michael observait depuis l'embrasure de la porte. « Tu gardes toujours le calme comme ça ?» demanda-t-il en entrant dans la cuisine. « C'est comme ça qu'Ethan fonctionne le mieux », répondit Olivia en sortant des tasses d'un tiroir. « Rien ne le déstabilise. » Michael hocha la tête. C'était logique. Elle versa le café, lui jetant un regard furtif alors qu'il s'appuyait contre le comptoir. Il s'intégrait dans cet espace comme s'il avait toujours été là, comme si la cuisine avait toujours eu besoin de quelque chose de taché de fleurs et de stable,
pour la rendre moins parfaite. « Merci, » dit Olivia en lui tendant une tasse. « Pourquoi ?» Michael but une gorgée. Le café pour l'aéroport, le bracelet. Elle fit une pause, expira. Pour m'avoir montré que le calme ne vient pas toujours du contrôle. Michael ne répondit pas tout de suite. Avant, je pensais la même chose, que si je contrôlais chaque variable, chaque détail, je pourrais empêcher le monde de s'écrouler. Il la regarda. Mais le monde se fiche de tes systèmes, Olivia. Il s'écroule, tout simplement. Et parfois, ce n'est pas grave. Elle sentit les mots s'installer en elle comme un manteau dont elle n'avait pas réalisé qu'elle avait besoin pour ne plus frissonner. Dans le salon, Emma avait sorti des feutres de son sac à dos et dessinait maintenant des visages sur les biscuits. Ethan la regardait avec des yeux écarquillés, tandis qu'elle racontait à voix basse « Celui-ci est le commandant des biscuits. Il protège le garage. Celui-là, c'est le général Raisin. C'est le plus vieux, alors il est grincheux. » Ethan gloussa. Olivia se figea dans la cuisine, la tasse à moitié levée vers ses lèvres. Il rit. Il rit. Elle se tourna vers Michael, la voix à peine audible. Il n'avait pas ri comme ça depuis des mois. Michael sourit. Pas avec suffisance, juste tranquillement, fier. Parfois, les enfants n'ont pas besoin qu'on leur apprenne à créer des liens. Ils ont juste besoin de quelqu'un de leur taille pour leur montrer comment faire. Olivia s'appuya contre le comptoir, son apparence soignée s'adoucissant. « Tu donnes l'impression que c'est facile. » Il secoua la tête. « Ce n'est jamais facile, mais ça en vaut la peine. » 1 heure passa, comme de la buée sur une vitre. Ils se retrouvèrent tous les 4 dans le jardin qu'Olivia n'avait pas utilisé depuis plus d'1 an. Emma découvrit une balançoire négligée, à moitié rouillée, mais toujours debout. « Ça marche ?» demanda-t-elle. Olivia grimaça. « Elle est cassée. La balançoire s'est cassée l'automne dernier. Je ne l'ai jamais réparée. » Michael examina le cadre. L'acier est solide. Il suffit de changer le siège et les boulons. Emma se tourna vers Ethan. « Tu veux m'aider à la réparer ?» Ethan la fixa du regard. Aucune réaction. Emma n'insista pas. Elle se contenta de brandir son marqueur. « On peut dessiner un plan ?» Il acquiesça. Plus tard, pendant que les enfants griffonnaient des schémas sur la terrasse avec de la craie, Michael se tint à côté d'Olivia près du jardin. « Tu prends parfois des congés ?» demanda-t-il. Elle sourit faiblement. « Les congés, c'est un mythe quand on dirige 3 continents, » dit-il en la regardant. « C'est une médaille d'honneur ou un appel à l'aide. » Cette fois, elle rit franchement. « On n'est pas censé dire des choses comme ça lors d'une première visite ? Je ne fais pas beaucoup de visites, » répondit-il. « Je n'ai pas le temps pour les banalités. » Ils restèrent là, dans la lumière du soir qui prenait des teintes dorées. Derrière eux, Emma appela. « Général Raisin, je viens de sauver Swing. » Le commandant Michael regarda dans la direction d'où venait la voix. Olivia le regarda. « J'avais oublié ce que ça faisait, » dit-elle doucement. « Le chaos familial, les voix douces, un jardin qui sent la terre, pas l'argent. » Le regard de Michael s'attarda sur elle, sans l'envahir, juste présent. « Alors peut-être que tu n'as pas oublié. Peut-être que tu as juste fait une pause. » Alors que le crépuscule approchait, Olivia les raccompagna jusqu'à la porte. Ethan tenait les dessins de biscuits dans une main et le plan à la craie d'Emma pour la balançoire dans l'autre. « Vous reviendrez ?» demanda-t-il soudainement. Olivia cligna des yeux. Elle ne l'avait jamais entendu poser une question aussi claire. Michel s'agenouilla. « Si ta mère dit oui, on adorerait revenir. » Ethan leva les yeux vers Olivia, plein d'espoir. Elle sourit. « Oui, venez quand vous voulez. » Emma serra Olivia dans ses bras avant de partir. Sans précipitation, sans gêne, juste avec chaleur. Et quand la porte se referma, Olivia regarda autour d'elle. Les mêmes meubles, les mêmes murs, le même désodorisant, et elle se rendit compte que sa maison ne lui semblait plus aussi vide. Olivia se tenait à la fenêtre de la cuisine, serrant dans ses mains une tasse de thé qu'elle n'avait pas touchée. Dehors, le soleil matinal filtrait à travers les érables, projetant des ombres tachetées dans le jardin. Sur l'herbe, Emma était assise en tailleur avec Ethan. Une couverture était étendue entre eux. Des morceaux de Lego éparpillés gisaient comme un trésor sur le tissu. Ils ne parlaient pas, ils ne construisaient pas. Ils triaient simplement les briques par couleur, par taille, par texture lisse ou rugueuse, comme Emma les avait appelées plus tôt. À la grande surprise d'Olivia, c'était la plus longue période qu'Ethan ait jamais passée volontairement avec un autre enfant. Et il avait l'air calme. Michael s'approcha d'elle, tenant une tasse de voyage ébréchée qu'il avait prise dans sa voiture. L'odeur du café bon marché d'un restaurant flottait faiblement entre eux. « Elle est douée avec lui, » dit-il, sans se vanter, juste en observant. « Elle est incroyable, » admit Olivia. Emma a appris très tôt que parfois, les mots peuvent être un obstacle. Olivia se tourna vers lui, curieuse. « A-t-elle toujours été aussi douce ?» Michael sourit, les rides autour de ses yeux se creusant. Elle est sortie du ventre de sa mère comme un murmure. Elle n'a jamais crié, jamais gesticulé. Mais quand sa mère est morte, dit-il avant de s'interrompre. Olivia n'insista pas. Après une pause, il ajouta «
Elle a commencé à parler aux plantes, aux trottoirs et aux carillons éoliens, comme si elle avait besoin que le monde lui réponde. Olivia regarda à nouveau les enfants. Ethan tendit une brique rouge à Emma. Elle la tint comme un bijou, approuvant d'un signe de tête. Il sourit, un sourire asymétrique et fugace. Olivia faillit s'effondrer. Plus tard dans l'après-midi, Emma découvrit le grenier. Pendant qu'Olivia préparait des sandwichs et que Michael réinstallait la marche du Porsche qui était détachée, il ne pouvait jamais laisser une chose à moitié réparée. Emma s'était aventurée au sommet de la maison et avait trouvé des cartons qui n'avaient pas été ouverts depuis la naissance d'Ethan. Elle redescendit couverte de poussière et d'excitation. « Mademoiselle Bennett, j'ai trouvé un carillon éolien. » Olivia cligna des yeux. Un carillon éolien. Emma le brandit, emmêlé, terni, mais toujours aussi beau. Des tiges métalliques de différentes longueurs pendaient d'une arche en bois en forme de croissant. Olivia le fixa, un souvenir lentement refaisant surface. « Ma mère me l'avait offert pour Ethan. Elle disait que ça l'apaiserait. Je ne l'ai jamais accroché. » Michael entra depuis le porche. « Ça vous dérange si on essaye ?» 1 heure plus tard, le carillon se balançait doucement dans la cour devant la cuisine. Ses douces tonalités fredonnaient à chaque brise. Douces, incertaines, comme une nouvelle voix qui apprend à parler. Ethan se tenait dessous, la tête penchée, les yeux écarquillés. Emma se tenait à côté de lui. Elle ne parlait pas. Elle fermait juste les yeux et se mettait à fredonner. Le carillon reprenait sa mélodie. Ou peut-être que la mélodie suivait le carillon. Quoi qu'il en soit, Ethan restait là, les mains sur les côtés, à écouter. Michael s'appuyait contre le porche, les bras croisés. « Il a l'oreille musicale », dit-il. Olivia le regarda, puis regarda son fils. Il ne l'avait jamais remarqué auparavant. Toutes ces années, il était resté dans une boîte. Michael lui jeta un coup d'œil. Peut-être avait-il juste besoin que quelqu'un lui montre comment l'entendre. Ce soir-là, Olivia se retrouva à cuisiner. À cuisiner pour de vrai, pas à réchauffer un plat bio tout prêt au micro-ondes ou à commander à manger. Elle remuait la soupe, coupait des carottes, vérifiait l'ail. Michael et Emma étaient assis à la table de la cuisine, aidant Ethan à construire un fort en papier avec des boîtes de céréales et des cure-dents. Elle regardait la scène se dérouler avec un sentiment étrange qui grandissait dans sa poitrine. Mi-joie, mi-douleur. C'était ce qu'elle avait peur de vouloir. Une maison qui résonnait de rire, une cuisine qui semblait chaleureuse même sans le four allumé. Un homme qui n'exigeait rien, juste d'être présent. Elle se retourna vers la soupe, clignant rapidement des yeux. Après le dîner, ils se sont retrouvés dans le salon. Emma a demandé si elle pouvait montrer à Ethan comment jouer de la musique douce. Olivia a hésité. On n'a pas d'instrument. Michael a tapoté l'étui du violoncelle qu'il avait apporté à l'intérieur. Si, on en a. Emma l'a ouvert comme un rituel. Le violoncelle, vieux et usé, brillait sous la lumière de la lampe. Elle s'est assise par terre, a posé l'instrument entre ses genoux comme un ami et a fait glisser l'archet sur les cordes. Le son n'était pas parfait, pas raffiné, mais d'une beauté poignante. Ethan s'approcha petit à petit, comme si la musique était un aimant. Puis, sans prévenir, il posa sa main sur le corps du violoncelle, les yeux fermés. Il ne dit rien, mais des larmes coulaient sur ses joues. Emma continua à jouer. Olivia se couvrit la bouche avec la main. Michael baissa la tête. La musique les enveloppa comme une couverture cousue à partir de tous les fils qu'ils ne savaient pas encore porter en eux. Plus tard, après leur départ, lorsque la maison fut à nouveau calme, Olivia borda Ethan dans son lit. Il serrait le carillon éolien comme un jouet. Avant qu'elle n'éteigne la lumière, il murmura « Est-ce qu'ils peuvent revenir demain ?» Olivia ne répondit pas tout de suite. Elle embrassa son front, puis murmura « Je l'espère ». Elle sortit, ferma la porte et s'appuya contre le mur du couloir. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas l'impression d'avoir échoué. Elle avait l'impression que quelque chose avait commencé, quelque chose de miraculeux. Ce n'était qu'une balançoire. 2 chaînes, une planche de bois, un cadre rouillé dans le coin le plus éloigné du jardin. Pour la plupart des gens, cela ressemblait à un jouet d'enfance oublié. Le genre de choses que les nouveaux propriétaires promettent de réparer et ne font jamais. Mais pour Ethan, c'était tout autre chose. C'était l'endroit où il était tombé. Olivia se souvenait de ce moment comme s'il était gravé dans sa mémoire. Ethan, âgé de 4 ans, pieds nus, souriant, lâchant prise trop tôt. Le bruit sourd, le sang, l'hôpital, les cris qui accompagnaient chaque fois qu'il regardait la balançoire par la suite. Elle n'avait jamais eu le cœur de la démonter et n'avait jamais eu le courage de la réparer. Elle est donc restée là, à rouiller, à attendre. Ce matin-là, pendant qu'Olivia répondait à un appel d'un partenaire londonien et qu'Ethan jouait tranquillement dans la véranda, Michael est entré dans le jardin, une boîte à outils à la main. Il n'a pas demandé la permission. Il s'est simplement tenu devant la balançoire comme un soldat évaluant les dégâts sur un champ de bataille. Puis s'est agenouillé à côté d'une des chaînes d'ancrage. Emma a jeté un coup d'œil par la porte coulissante. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle demandé en équilibrant un jus de fruits. «
Je répare l'histoire, a répondu Michael. Elle a souri. Je peux t'aider? Tu peux tenir une clé? Je peux en tenir deux. Quand Olivia les a rejoints, son appel terminé et un café à la main, Michael avait retiré la planche rouillée et ponçait une nouvelle planche qu'il avait sortie de son camion. « Tu as apporté du bois ?» demanda-t-elle, plus surprise qu'agacée. Il leva les yeux vers elle, plissant les yeux à cause du soleil. « Ne pars jamais sans un plan. Tu répares souvent des choses. » Michael haussa les épaules. « Les choses se cassent, les gens aussi. On apprend. » Il se remit au travail. Olivia resta là, à regarder. Pas d'ordinateur portable, pas de casque, juste le vent, le bois et le rythme tranquille de la réparation. Ethan est arrivé en milieu de matinée, pieds nus sur le chemin de pierre, son bracelet carillon toujours au poignet. Il s'est arrêté net quand il a vu ce qu'il faisait, son corps s'est raidi. Olivia a instinctivement fait un pas en avant, mais Michael a levé doucement la main, non pas pour l'arrêter, mais pour la rassurer. « Je m'en occupe », a-t-il dit doucement. Michael s'est levé, a brossé la sciure de bois de son jean et s'est accroupi à côté d'Ethan. « Tu te souviens de ça ?» demanda-t-il en désignant la balançoire d'un signe de tête. Ethan ne dit rien. Son regard restait fixé sur les chaînes. « Elle a changé, hein ?» continua Michael. « On a changé le siège, on a réparé les vis, elle est plus solide qu'avant. » Toujours pas de réponse. Michael n'insista pas. Il s'assit simplement dans l'herbe à côté de la balançoire et attendit. Emma le rejoignit, assise en tailleur, en mâchant une barre granola. « On va juste s'asseoir ici un moment », dit-elle à Ethan, au cas où la balançoire se sentirait seule. Après un long silence, Ethan s'approcha lentement d'eux. Il ne dit rien, mais s'assit. Pas sur la balançoire, juste à côté. Et ça suffit. Cet après-midi-là, Michael ajouta une deuxième balançoire à côté de la première. Même design, même boulon. Quand Olivia lui demanda pourquoi, il répondit que c'était pour l'équilibre. Une balançoire toute seule, c'est triste. Et encore une fois, elle ne savait pas s'il parlait du bois et du métal ou des gens. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit qu'Ethan revint dans le jardin et se tint entre les deux balançoires. Olivia retint son souffle depuis la fenêtre de la cuisine. Il tendit la main, toucha la chaîne, recula, puis s'avança à nouveau. Michael ne dit pas un mot. Emma non plus. Puis, alors que la lumière dorée baignait le jardin, Ethan grimpa sur la balançoire. La chaîne grinça, la balançoire s'inclina et Olivia porta ses mains à sa bouche, figée. Il ne se balança pas très haut, juste un peu. Ses pieds effleuraient à peine l'herbe. Mais il resta. Il resta. Quand Ethan descendit enfin, Emma applaudit doucement. Le général Raisin serait fier. Ethan hocha solennellement la tête. Il n'a plus peur. Michael jeta un coup d'œil à Olivia. Elle s'essuya rapidement les yeux, mais pas assez vite. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle poussa un soupir tremblant. « Non, pas du tout. » Il s'approcha d'elle, sans la toucher, juste à côté. C'était un moment important. Elle hocha la tête, puis, avant de pouvoir se retenir, elle demanda « Tu penses que je ne suis pas à la hauteur ?» Michael la regarda longuement. « Je pense que tu fais de ton mieux. Est-ce que ça suffit ?» Il se tourna pour regarder Ethan et Emma dessiner des étoiles à la craie sur la terrasse. C'est le seul point de départ possible. Ce soir-là, après le départ de Michael et Emma, Olivia s'assit sur le bord du lit d'Ethan. Il était recroquevillé sous les couvertures, le bracelet toujours bien serré autour de son poignet. « Je t'ai vu sur la balançoire, » dit-elle. Il hocha la tête. « Tu as eu peur ?» Il hocha à nouveau la tête. « Mais tu l'as fait quand même. » Il acquiesça à nouveau. Puis, doucement, Emma dit « Je n'ai pas eu à le faire toute seule. » Olivia cligna des yeux. « Elle a raison, » murmura-t-elle. « Tu n'as jamais à le faire toute seule. » Elle éteignit la lampe et se dirigea vers le couloir. À la porte, la voix d'Ethan flottait dans l'air. « Michael peut revenir demain ?» Olivia tourna son visage vers l'obscurité et sourit. « Je pense que oui, » dit-elle. Puis elle ferma la porte, le cœur battant comme une balançoire fraîchement huilée dans la brise du soir. Le ciel cette nuit-là était velouté et calme. Pas de vent, pas de circulation, pas d'avion au-dessus de nos têtes, juste le faible bourdonnement des grillons et le rythme lent de la respiration de deux enfants à travers une fenêtre ouverte. Michael était assis sur les marches arrière du Porsche d'Olivia, les coudes posés sur les genoux, tenant une tasse de thé tiède. Il ne savait pas vraiment pourquoi il n'était pas encore parti. Emma dormait déjà dans la chambre d'amis qu'Olivia lui avait proposée sans hésiter. Il aurait pu rentrer chez lui. Il aurait peut-être dû. Mais quelque chose dans cette nuit et en elle le retenait. Derrière lui, la porte moustiquaire s'ouvrit en grinçant. Olivia sortit pieds nus, un pull lâche sur les épaules. C'était la première fois qu'il voyait ses cheveux détachés. Cela la rendait moins sur ses gardes, ou peut-être simplement plus réelle. Au début, elle ne dit rien, se contentant de s'asseoir près de lui, sans le toucher, les mains enroulées autour de sa tasse comme si elle en avait besoin pour se sentir en sécurité. Pendant un moment, ils écoutèrent le silence. Puis Olivia prit la parole. Il était censé partir après le diagnostic. Michael se tourna vers elle. « Mon ex », précisa-t-elle.
Le père d'Ethan. Ah. Elle regarda fixement la cour plongée dans l'obscurité. Le carillon éolien qu'Emma avait accroché plus tôt tinta doucement, comme un murmure effleurant le bord d'un secret. On n'était pas mariés, mais on avait des projets. Des maisons, des écoles, des nounous avec des accents scandinaves, tu sais, tout le catalogue des aspirations. Elle fit une pause. Quand Ethan a été diagnostiqué à 2 ans, tout s'est arrêté. Son père, effondré, a dit qu'il n'avait pas signé pour ce genre de vie. Michael ne répondit pas, il attendit simplement. « Je lui ai dit de partir », a-t-elle poursuivi. Il ne s'y est pas opposé. Une autre pause, plus longue cette fois. « Et tu sais ce qui était le pire ?» a-t-elle demandé d'une voix lente. Ce n'était pas le fait qu'il parte, c'était la facilité avec laquelle il s'en est allé. Michael ne s'est pas rapproché d'elle, mais s'est penché vers elle de manière à peine perceptible, comme s'il se tenait à ses côtés plutôt que devant elle. « Je n'en ai jamais parlé à personne », admit Olivia. « Ni à ma sœur, ni même à mon thérapeute. Pourquoi me le dire ?» demanda-t-il doucement. Elle eut un petit rire. « Parce que tu n'essaies pas de me réparer. » Michael sourit faiblement. « J'ai renoncé depuis longtemps à réparer les gens. Les outils ne fonctionnent pas sur les cœurs. » Cela la fit rire. Le son était brut, spontané. Puis le silence revint. Le genre de silence qui n'était pas vide, mais plein. Michael finit par demander « Il te manque ?» « Non », répondit-elle rapidement. Trop rapidement. Puis elle se corrigea. « Ce que je pensais avoir me manque. » L'idée de ne pas être seule ? Il acquiesça. « Oui, tu as déjà quitté quelqu'un ?» demanda-t-elle. Le visage de Michael s'immobilisa un instant. « En fait, je suis resté trop longtemps, » dit-il. « J'ai tenu sa main pendant qu'elle mourait. Il l'a gardée pendant 30 minutes jusqu'à ce que l'infirmière dise que c'était le moment. » Olivia a cligné des yeux. « Ta femme. » Il a hoché la tête. Elle s'appelait Claire. C'était la personne la plus calme que j'ai jamais rencontrée. Mais elle avait un rire comme le vent dans les aiguilles de pin, à la fois vif et doux. Il y avait de la révérence dans sa façon de le dire, pas de regret. Et Olivia a soudain compris qu'il n'était pas brisé. Il portait un lourd fardeau et continuait d'avancer. Et c'est ça plus que toute autre chose qui l'a bouleversé. Ils sont restés assis comme ça pendant ce qui a pu être 5 minutes ou 50. Finalement, Olivia a repris la parole, d'une voix à peine audible. « Je ne pense pas savoir comment être vulnérable. »« Pas vraiment. Tu l'étais, » a dit Michael. Elle l'a regardé. « Ça ne me semble pas suffisant. »« Ça ne l'est jamais, » a-t-il répondu. « Mais c'est là que tout ce qui est bon commence. » À l'intérieur de la maison, un léger bruit sourd résonna, comme celui d'un enfant qui se retourne dans son sommeil. Ils se tournèrent instinctivement vers le bruit. « Emma, tout va bien ?» demanda Olivia. Michael acquiesça. « Elle a le sommeil léger, mais elle est résistante. »« Elle est extraordinaire, » dit Olivia. « Elle est tout ce dont je ne savais pas que j'avais besoin. » Ça fit taire Olivia. Sa gorge se serra. Elle baissa les yeux vers ses mains, ses doigts pâles posés sur la céramique, ses ongles soigneusement coupés courts, ses mains qui signaient des contrats d'1 milliard de dollars, mais qui tremblaient encore quand son fils pleurait. « Tu penses que certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour la douceur ?» demanda-t-elle. Michael se tourna vers elle. « Je pense que certaines personnes ont dû s'endurcir trop tôt. Ça ne veut pas dire que la douceur ne peut pas revenir. »« Silence » murmura Olivia. « C'est ce que je veux. Je veux croire que ce n'est pas trop tard pour moi. » La voix de Michael était basse et assurée. « Ce n'est pas trop tard. » Elle ne s'appuya pas contre son épaule. Il ne lui prit pas la main. Ils ne s'embrassèrent pas, ne se firent pas de promesses, ne se définirent pas. Mais quand Olivia se leva pour rentrer, elle hésita, puis se retourna. « Tu veux bien rester ?» demanda-t-elle. Michael leva les yeux. « Reste assise ici encore un peu. Je dors mieux quand quelqu'un d'autre est se réveillé. » Il acquiesça. « J'ai une formation pour les quarts de nuit. Je peux m'occuper d'un Porsche. » Elle sourit, puis rentra à l'intérieur. Michael resta, dans l'obscurité, sous les doux sons du vent, des carillons et des rêves lointains. Il écoutait, non pas pour détecter un danger ou un bruit, mais pour entendre le langage silencieux de quelqu'un qui réapprenait à se sentir en sécurité. Le jardin sentait l'herbe et le pain chaud. Olivia était assise sur la marche supérieure du Porsche, pieds nus, un pull enroulé autour des épaules, une tasse de camomille dans les mains. Le soleil venait de disparaître à l'horizon, peignant le ciel de lavande et de cendres. Les lampadaires clignotaient comme des étoiles timides. Le carillon éolien tintait doucement, comme s'il murmurait des secrets entre les branches des arbres. Emma était assise en tailleur au milieu du jardin, son violoncelle calé entre ses genoux comme un vieil ami. Michael se tenait derrière elle, ajustant l'archet et les chevilles d'accordage avec des mains prudentes. Ethan était assis à 2 mètres de là, les bras repliés autour de ses genoux, le regard fixé sur l'instrument. Il ne bougeait pas, il ne se balançait pas, il attendait. « T'es prête ?» demanda Michael doucement. Emma acquiesça d'un signe de tête, puis posa l'archet sur les cordes. La première note était hésitante, longue, incertaine. Mais la deuxième était stable.
une mer basse qui roulait à travers la cour comme un brouillard enveloppant la terre. Olivia ferma les yeux. Elle avait entendu des symphonies professionnelles, financé des concerts privés, assisté à des galas avec des quatuors qui jouaient Vivaldi dans des salles de bal scintillantes. Mais elle n'avait jamais, pas une seule fois, entendu quelque chose comme ça. Cette musique n'était pas pour le spectacle. Elle n'était pas pour être approuvée. Elle était pour guérir. Emma ne jouait pas une chanson qu'Olivia reconnaissait. Il n'y avait pas de gamme, pas de structure, pas de mesure fixe, juste du son, brut, ouvert, doux, parfois solennel, parfois curieux, comme si le violoncelle lui-même posait une question à Ethan. Et Olivia regardait avec admiration son fils répondre, non pas avec des mots, mais avec le silence. Il ne bougeait pas, ne se couvrait pas les oreilles, ne reculait pas. Il était assis comme un garçon regardant naître une étoile. Michael est sorti sur le porche et s'est installé à côté d'Olivia, la main légèrement tachée d'huile après avoir réparé la balançoire plus tôt. Elle a recommencé à jouer il y a 6 mois, a-t-il dit. Elle s'est arrêtée. Olivia a demandé sans quitter Emma des yeux. Après le décès de Clare, elle n'a pas pu y toucher pendant 1 an. Elle ne voulait même pas le regarder. Olivia s'est tournée vers lui, le regard fragile. Qu'est-ce qui l'a fait revenir? Michael a souri lentement, fier. Un matin, elle m'a dit qu'elle avait une chanson dans la poitrine qui lui faisait mal si elle ne la laissait pas sortir. Olivia déglutit péniblement. C'est là que j'ai su qu'elle allait s'en sortir. Dans le jardin, Emma ralentit son archet. Elle passa au pizzicado, pinçant les cordes, laissant chaque note tomber comme une goutte d'eau. Ethan se pencha légèrement en avant, les lèvres entr'ouvertes. Puis survint quelque chose qu'Olivia n'avait pas prévu. Emma se mit à fredonner, juste quelques notes au début, douces et rondes, suivant la mélodie. Ethan l'imita, fredonnant à son tour. Les notes n'étaient pas parfaites, mais elles étaient les siennes. Et à ce moment-là, le langage du calme était complet. Un violoncelle, un fredonnement et un petit garçon qui avait enfin trouvé un moyen de répondre. Les larmes remplirent les yeux d'Olivia, mais elle ne les essuya pas. Michael le remarqua. « Ça va » demanda-t-il. Elle acquiesça. « Je crois que je suis bouleversée. »« Par quoi ?»« Par l'idée que mon fils puisse créer des liens, que ce n'est peut-être pas le monde qui l'a exclu. Peut-être que nous ne lui avons tout simplement jamais donné la clé. » Michael se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Il a toujours eu la clé, Olivia. Tu avais juste besoin de quelqu'un pour tenir la porte ouverte assez longtemps pour qu'il lui fasse confiance. » Elle se tourna vers lui. « Et moi alors ?» Il croisa son regard. « Tu n'avais pas besoin d'une clé, juste d'un endroit où tu pouvais arrêter de faire semblant de ne pas être fatigué. » Olivia rit à travers ses larmes. « Cet endroit existe. » Michael regarda le jardin. « Je pense que tu es assise sous son porche. » La musique ralentit jusqu'à devenir un doux murmure, puis s'éteignit complètement. Emma se leva et s'inclina de façon théâtrale. « Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir assisté à la représentation de ce soir, avec du violoncelle en do majeur et des cookies dans l'allée 4. » Ethan gloussa. Olivia rit aussi, un vrai rire sans forcer. Emma s'inclina à nouveau. « Et maintenant, on demande notre paiement. » Michael haussa un sourcil. Le paiement, 2 smores au minimum et une histoire avant de se coucher. Michael gloussa. « Nous allons négocier. » Ethan se leva et regarda Olivia. « On peut rester dehors plus longtemps ?» demanda-t-il. Sa voix était douce mais claire. Olivia s'agenouilla et écarta une mèche de cheveux de son front. « Aussi longtemps que tu veux. » Il ne répondit pas avec des mots. Il prit simplement sa main et s'assit à côté d'elle. Ils restèrent assis ainsi. Olivia, Ethan, Michael et Emma, sous un ciel plein d'étoiles, ni vives ni brillantes, mais présentes. Un violoncelle était appuyé contre un arbre. Un carillon éolien murmurait depuis le porche. Et pour la première fois depuis qu'elle était devenue mère, Olivia n'avait pas l'impression de porter le monde à elle seule. Elle se sentait soutenue. Plus tard, alors que Michael portait Emma, endormie, jusqu'à la chambre d'amis, Olivia s'attarda sur le porche arrière. Elle regarda le violoncelle, les étoiles, la balançoire, la vie qu'elle pensait ne jamais avoir. Elle n'avait pas besoin d'une bague, elle n'avait pas besoin de promesses. Elle avait juste besoin de cette présence, de cette gentillesse et d'un endroit où son fils pouvait fredonner sans crainte. À l'intérieur, avant d'éteindre la lumière du couloir, Olivia murmura dans la maison silencieuse « Reste !» Et même si personne ne répondit, elle savait qu'il le ferait. La salle de bal du Fermont brillait d'une lumière ambrée chaleureuse, avec ses colonnes de marbre et son jazz doux. Une scène sculptée pour le pouvoir et le charme. Ça sentait le champagne, l'huile de truffe et les contrats fraîchement imprimés attendant d'être signés. Olivia se tenait près de la table centrale, un verre d'eau à la main, le dos droit, mais pas rigide. Elle portait une élégante robe bleu marine, sans bijoux, à part sa montre. Ethan se tenait à côté d'elle dans un petit blazer, les cheveux bien coiffés, le visage calme. De l'autre côté, Michael, dans une chemise gris anthracite, avait une main posée doucement sur l'épaule d'Emma. Ils n'étaient pas à leur place ici, c'était évident.
Mais ils étaient là quand même. L'invitation ne prévoyait pas d'invités supplémentaires, mais Olivia avait ignoré ça parce qu'après tout, la balançoire, le violoncelle, le carillon éolien, elle refusait d'entrer dans d'autres pièces sans les personnes qui la faisaient se sentir humaine. Cette décision avait déjà fait sourciller. Son assistante avait hésité. Un membre du conseil d'administration lui avait subtilement suggéré de prendre des dispositions pour trouver une nounou. Elle n'avait pas répondu. Elle était juste arrivée avec son fils, avec ses invités, avec sa vérité. Un serveur est passé. Olivia s'est penchée vers Ethan. « Tu veux t'asseoir à table ou rester près du mur ?»« Le mur ?» a-t-il simplement répondu. Emma lui a pris la main et l'a conduit vers un endroit calme près des baies vitrées. Olivia les a regardés s'éloigner avec une lueur de gratitude. Michael s'est penché vers elle. « Ça va ?» Elle a hoché la tête. « Mieux que je ne le pensais. » Puis il entra. Richard Tolbert, magnat des fonds spéculatifs, égo démesuré, l'un des principaux investisseurs potentiels dans la nouvelle entreprise de Bennett Global. Il était grand, avait les tempes grisonnantes et arborait toujours un sourire comme s'il était le maître du monde. Il s'approcha d'Olivia avec l'assurance d'un homme à qui on n'avait jamais dit non. « Olivia, » dit-il en lui tendant la main. « Je ne m'attendais pas à voir un enfant à ce genre de dîner. » Elle lui serra la main calmement. « Cet enfant est mon fils. » Talbot gloussa. « Ah, d'accord, j'ai entendu des rumeurs. » Il jeta un coup d'œil vers Ethan, qui se tenait debout, un verre de jus à la main, la tête légèrement tournée vers la fenêtre. « Pauvre petit, » ajouta-t-il avec désinvolture. « Ça doit être difficile de voyager avec un enfant brisé. » Ces mots le frappèrent comme une gifle. Pas bruyante, mais cinglante. Michael se raidit. Olivia ne dit rien. Talbot se tourna vers Michael. « Et vous êtes… Michael tendit la main sans sourire. « Michael Carter. » Talbot haussa un sourcil. « Sécurité. Nounou. » Michael ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin, car à ce moment-là, Ethan traversa la pièce. Il ne courait pas, ne pleurait pas, il marchait simplement droit vers Talbot. Emma le suivait, calme et curieuse. Ethan s'arrêta à 2 mètres de l'homme et leva les yeux vers lui. Puis, dans le genre de silence que seul un enfant peut imposer, il a fouillé dans la poche de son blazer et en a sorti le bracelet en fil jaune qu'il a tendu à Talbot. La pièce est devenue silencieuse. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Talbot, visiblement mal à l'aise. Ethan n'a pas répondu. Emma l'a fait. « C'est pour quand tu as peur, » a-t-elle dit. « Ou quand tu dis des choses méchantes par accident. » Talbot a cligné des yeux. « Je ne voulais pas dire ça. » Ethan a posé le bracelet dans la main de Talbot et s'est éloigné. Pas de drame, pas de crise, juste un petit garçon offrant une consolation à celui-là même qu'il avait traité de « brisé ». La salle ne savait pas comment réagir, mais Olivia, oui. Elle s'est avancée, la voix basse mais claire. « Ethan n'est pas brisé », a-t-elle dit. « Il est brillant et gentil, et il comprend quelque chose que la plupart d'entre nous avons oublié. » Talbot ouvrit la bouche. Elle l'interrompit. Que les mots comptent, que la présence compte, qu'il n'est pas nécessaire d'être typique pour avoir de la valeur. Une pause. Elle regarda autour d'elle. Je l'ai amené ici ce soir non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je le voulais. Il fait partie de qui je suis. Et si quelqu'un ici a un problème avec ça, ou avec les personnes qui m'ont aidé à l'élever, alors vous êtes libre d'investir ailleurs. Silence, puis un lent applaudissement du directeur financier, puis un autre d'un jeune cadre à l'arrière. Bientôt, la salle applaudissait, pas frénétiquement, mais régulièrement, respectueusement. Talbot, le visage rouge, ne dit rien. Il plia le bracelet dans sa main et fit un signe de tête sec avant de s'éloigner. Plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin, Olivia s'assit sur un banc à l'extérieur de la salle de bal. Ethan s'appuya contre elle, fatigué. Emma somnolait sur l'épaule de Michael, à côté d'eux. « Tu as été incroyable », dit Michael doucement. Olivia secoua la tête. « Je n'avais pas prévu de parler. Parfois, les meilleurs mots sont ceux qui viennent après quelque chose de vrai. » Elle le regarda, le cœur battant encore fort après la confrontation. « J'ai passé des années à élaborer les bons discours, la bonne image, la personnalité parfaite. Et ce soir, mon fils a donné un bracelet et a appris à la salle plus que je n'aurais jamais pu le faire. » Michael sourit. Il avait eu de l'aide. Elle le regarda. « Tu penses que j'ai bien fait ?»« Je pense que oui, » dit-il en écartant une mèche de cheveux de sa joue. « Tu as arrêté de te cacher, et c'est toujours la bonne chose à faire. » Elle ne l'embrassa pas, mais quelque chose dans son cœur se pencha vers lui et ne recula pas. La salle de conférence était faite de verre et de pouvoir, avec 12 fauteuils en cuir et une table en acajou poli. La silhouette de lion se dessinait en arrière-plan, comme un décor de cinéma. Sur l'écran au fond de la pièce, des projections, des chiffres, des graphiques, des mots comme échelle, équité, portée mondiale, des nombres avec plus de zéros que la plupart des gens n'en voient dans toute leur vie. Olivia était assise en bout de table, les mains jointes, le regard fixe. Elle avait mis un tailleur gris foncé ce matin-là, pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce qu'elle voulait regarder son ancienne vie dans les yeux une dernière fois.
En face d'elle se trouvait l'ensemble du conseil d'administration de Bennett Global. À sa droite, Marshall King, le directeur financier, toujours affamé. À sa gauche, Diane Lennox, la directrice des opérations, celle qui lui avait un jour murmuré « Ne laisse pas la maternité émousser ton esprit critique ». Ils attendaient tous, non pas une discussion, mais son approbation. L'accord Talbot était le plus important de l'histoire de l'entreprise, un apport de 400 millions de dollars qui allait permettre d'augmenter leur fonds d'exploitation internationale, de créer 3 nouveaux centres logistiques et, selon l'équipe stratégique, de tripler leur valorisation en 24 mois. C'était clair, efficace, financièrement irréprochable, et Olivia avait autrefois cru que ce serait le couronnement de sa carrière. Aujourd'hui, elle avait l'impression d'être en cage. Elle baissa les yeux vers le porte-documents en cuir posé devant elle. À l'intérieur, presque absurdement déplacé, se trouvait un dessin d'enfant sur du papier à en-tête de l'hôtel. Il représentait 2 bonhommes allumettes, un grand et un petit, se tenant la main sous une balançoire. Au-dessus d'eux, écrit au crayon orange, les mots « On l'a réparé », signés Emma et Ethan. Olivia ferma le dossier. Elle prit une inspiration et dit « Je refuse ». Tout le monde cligna des yeux. Marshall se pencha en avant. « Pardon quoi? Je me retire de l'accord avec Talbot », répéta Olivia d'une voix calme. Avec effet immédiat, Olivia Diane dit lentement « Nous avons signé des lettres d'intention. Nous avons alloué des ressources. Si c'est à cause de ce qui s'est passé au dîner, ce n'est pas… » Olivia l'interrompit. « Ou bien si, mais pas comme vous le pensez. » Elle se leva, lissa le tissu de son tailleur, puis se dirigea vers la fenêtre. La ville s'étendait sous ses yeux, vive et rapide, tout comme elle l'était autrefois. « Quand j'ai créé cette entreprise, dit-elle, je pensais que l'objectif était la domination, la portée, l'efficacité. Je voulais construire une machine si précise qu'elle ne connaîtrait jamais l'échec. » Elle se tourna vers eux. « Mais maintenant, je vois que la perfection n'est pas une force, c'est de la peur. Personne ne bougea. J'ai un fils, continua-t-elle. Vous le savez tous. Mais ce que vous ne savez pas, c'est à quel point j'ai travaillé dur pour l'empêcher de nuire à cette entreprise. Combien de réunions tardives j'ai eues pendant qu'il pleurait à la maison. Combien de week-ends j'ai consacré à des clients pendant que des thérapeutes essayaient de comprendre son silence. » Elle regarda Marshall. « Tu m'as dit un jour que la maternité rendait les dirigeants plus accessibles. Je pense que tu voulais dire que cela me rendrait plus facile à vendre. » Marshall ne le nia pas. « Et Diane ?» Olivia a dit. « Tu m'as dit de ne pas laisser la maternité émousser mon esprit critique. Mais je me rends compte que je ne veux plus diriger avec rigueur. » Elle laisse retourner s'asseoir. « Je veux diriger avec présence, avec des gens qui croient en l'avenir, avec des investisseurs qui ne bronchent pas quand ils voient un enfant à table. » Elle fit une pause. « Je sais ce que nous abandonnons, mais je sais aussi ce que nous gagnons. » Personne ne parla pendant un moment. Puis Marshall demanda d'un ton neutre « Et qu'est-ce que c'est exactement ?» Olivia sourit. « La paix ?» Elle sortit de la pièce avant qu'ils ne puissent discuter. Non pas parce qu'elle fuyait, mais parce qu'elle n'avait pas besoin de défendre sa position. Michael attendait dans le hall, les mains dans les poches de sa veste, le visage impassible. « Tu as réussi », dit-il lorsqu'elle s'approcha. « Oui. Comment tu te sens ?» Olivia expira comme si elle venait d'enlever une armure et se souvenait comment respirer. Michael hocha la tête. « Alors, on va déjeuner ?» dit-elle en riant. « Tu vas toujours à l'essentiel. J'élève une enfant de 8 ans, dit-il. On n'a que l'essentiel. » Ils ont pris des plats thaïlandais et les ont rapportés chez Olivia, où Emma et Ethan jouaient dans un forfait de coussins de canapé, de boîtes de céréales et de 2 douzaines d'animaux en plastique. Ethan a levé les yeux quand Olivia est entrée. « La réunion est finie ?»« Oui », a-t-elle répondu en s'agenouillant à côté de lui. « Et devine quoi ? Maman ne part pas à Dubaï la semaine prochaine. » Il cligna des yeux. « Pas d'aéroport ? Pas d'aéroport, » dit-elle en repoussant ses cheveux. « Juste la maison. » Emma leva la main comme une écolière. « Et l'investisseur ?» Le grincheux. « Il est parti, » dit Olivia. Emma sourit. « Tu as utilisé ta voix de PDG ?» Olivia regarda Michael puis sourit. « Non, j'ai utilisé ma voix de maman. Elle est plus forte. » Ce soir-là, après que les enfants se soient endormis dans leur fort, ils ont refusé de le démonter et Olivia et Michael se sont assis sous le porche arrière. Les mêmes tasses, le même air nocturne, le même carillon éolien qui se balançait en rythme. Mais quelque chose avait changé. Elle n'était plus la femme qui essayait de tout gérer. Elle était simplement là, présente. Michael se pencha en arrière sur sa chaise. « Et maintenant ? Je ne sais pas, » admit Olivia. « Mais pour la première fois depuis 10 ans, ça me va. » Il la regarda. « Tu es plus que bien. » Elle croisa son regard. « Toi aussi. » Il lui prit la main. Cette fois, elle ne la retira pas. Tout a commencé par un murmure, un frémissement aux premières heures du dimanche matin. Emma, qui d'habitude descendait les escaliers en sautillant pour demander des pancakes et parler des insectes sur la terrasse, n'est pas sortie de sa chambre.
Olivia l'a trouvé recroquevillé sous la couverture, les joues rouges et le front brûlant au toucher. « Ma chérie », lui a-t-elle demandé doucement. Emma n'a pas répondu. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son n'en sortait. Michael est arrivé quelques secondes plus tard. Un seul regard sur sa fille et le calme sur son visage s'est évaporé comme de la brume. « Elle est brûlante », a dit Olivia, déjà en train de prendre son téléphone. Les urgences pédiatriques étaient calmes, trop calmes pour un endroit habituellement rempli de bambins qui pleurent et de dessins animés en boucle. Michael s'est assis à côté du lit d'Emma, sa petite main engloutie dans la sienne. Le médecin a parlé d'un ton mesuré. C'est probablement une infection virale. On a écarté l'angine et la grippe, pas d'éruption cutanée. Sa respiration est régulière, mais on aimerait la garder en observation pendant les 12 prochaines heures, juste pour être sûr. Michael acquiesça, la mâchoire serrée. Emma n'avait toujours pas parlé, pas un mot, même pas à lui. De retour à la maison, Olivia faisait les 100 pas. Ethan était dans le salon, la regardant comme un miroir silencieux. « Tu veux dessiner ?» lui demanda-t-elle. « Ou écouter ta playlist préférée ?» Il secoua la tête. Elle réessaya. « Tu veux construire un circuit de train ou aligner tes cailloux ?» Rien. Juste les yeux grands ouverts, concentrés, écoutant d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Puis, sans un mot, il se dirigea vers la table du couloir, ouvrit le tiroir et en sortit quelque chose qu'Olivia n'avait pas vu depuis des jours. Le bracelet en fil jaune. Il le regarda longuement, le retourna entre ses petites mains, puis s'approcha d'Olivia et le lui tendit. « Pour elle, dit-il. » Ses genoux faillirent se dérober sous elle. « Tu veux apporter ça à Emma ?» Il acquiesça. Simple, certain. Ils arrivèrent à l'hôpital peu après 18 heures. Emma était allongée, silencieuse, la peau pâle contre la couverture étoilée que Michael avait insisté pour apporter de chez lui. Il leva les yeux lorsqu'ils entrèrent, le visage profondément marqué par la fatigue. Ethan n'hésita pas. Il s'approcha du lit, grimpa prudemment sur la chaise et passa délicatement le bracelet au poignet d'Emma. Puis il murmura d'une voix à peine audible. « Ça m'a aidé quand j'avais peur. Tu peux le garder maintenant. » Emma remua. Ses lèvres bougèrent et, pour la première fois de la journée, elle parla. Un murmure rauque se transforma en un remerciement silencieux. Michael s'effondra. Il enfouit son visage dans ses mains. Olivia posa une main sur son dos, ferme et chaleureuse. C'est Ethan qui a fait ça. Il a chuchoté. Olivia acquiesça, les larmes aux yeux. Il savait exactement ce dont elle avait besoin. Plus tard dans la nuit, après qu'Emma eut mangé quelques cuillères de soupe et se fut endormie à côté de son père, Olivia accompagna Ethan à la cafétéria de l'hôpital pour qu'il fasse une pause. Les néons bourdonnaient au-dessus de leur tête. Un distributeur automatique ronronnait dans un coin. Ethan s'assit à la table avec un jus de fruits et une banane, silencieux. « Tu veux en parler ?» lui demanda-t-elle. Il éplucha la banane, mais ne la mangea pas. Il la tint simplement dans sa main. « Je savais, » dit-il doucement. « Tu savais quoi ?» Qu'elle avait peur. Olivia se pencha par-dessus la table et lui prit la main. « Et tu l'as aidée. Tu l'as aidée plus que quiconque n'aurait pu le faire. » Il leva les yeux vers elle. « Avant, je pensais que seuls les adultes pouvaient t'aider. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?» Elle eut la gorge serrée. Elle cligna rapidement des yeux. Sur le chemin du retour, alors qu'il somnolait sur la banquette arrière, Olivia repensa à tout ce qui avait changé. Un homme avec une boîte à outils et un violoncelle. Une fille qui voyait les couleurs et les émotions. Un garçon qui criait autrefois sur le monde et qui lui offrait désormais la paix. Et une femme qui pensait autrefois que la force était synonyme de silence. Elle apprenait désormais que la douceur pouvait être plus puissante. Le lendemain matin, Emma était assise dans son lit. Ses joues avaient retrouvé leur couleur. « Je crois que j'ai rêvé de biscuits », dit-elle à Michael. Il l'embrassa sur le front. « C'est comme ça qu'on sait que tu vas mieux. » Quand Ethan entra avec une serviette pliée en forme de cœur, elle rayonna. « Tu veux jouer ?» demanda-t-elle en haussant les épaules. Il acquiesça. « Seulement si tu me réapprends à plier le lapin. » Emma brandit la serviette qu'il avait apportée. « Tu l'as déjà fait parfaitement. » Michael et Olivia les regardaient depuis l'embrasure de la porte, côte à côte. « Ça va ?» demanda Olivia. Michael se tourna vers elle. « Je crois que je viens de voir ma fille revenir. » Elle sourit. « Je crois que j'ai vu mon fils arriver cette nuit-là, quand la maison était redevenue calme et que les enfants s'étaient endormis sous une forteresse de couverture qu'ils avaient construite eux-mêmes. » Olivia se tenait sur la terrasse arrière avec Michael. Elle regarda le carillon éolien, puis lui. « Elle va s'en sortir. » Il acquiesça. « Et nous aussi. » Il n'y eut ni déclaration, ni musique dramatique, ni phrase parfaite. Juste un regard, un silence, un sentiment. Pour la première fois depuis longtemps, ils n'avaient pas besoin de réparer quoi que ce soit, car la guérison était déjà en cours, là, dans le calme, où les enfants devenaient des enseignants et où les choses brisées devenaient sacrées. L'enveloppe est arrivée un mercredi matin. Simple, de couleur crème, sans logo, sans adresse tapée, juste le nom de Michael écrit en cursive.
Il l'a trouvée dans sa boîte aux lettres, coincée entre un prospectus de supermarché et une facture d'électricité. Emma se tenait à côté, dessinant des cœurs à la craie sur le trottoir. « C'est quelque chose de bien ?» Michael a retourné l'enveloppe. Pas d'adresse de retour, aucune idée. Il a dit que c'était peut-être une carte de remerciement de l'école, mais ses doigts se sont attardés sur le seau. Le poids du papier semblait différent, intentionnel, comme si celui qui l'avait envoyé pensait que le papier lui-même parlerait avant les mots. Il ne l'ouvrit pas tout de suite. Il l'a mis plutôt dans la poche de sa veste, où elle resta pendant le déjeuner, la répétition de violoncelle et une longue promenade dans le parc. Ce n'est qu'une fois Emma endormie, les cheveux éparpillés comme un halo doré sur son oreiller, qu'il retourna sous le porche et glissa son pouce sous le seau. À l'intérieur, il y avait une seule feuille, écrite à la main, sans signature, sans nom. Mais il connaissait l'écriture, et les mots le touchèrent plus profondément qu'il n'était prêt à l'accepter. « Cher Michael, je pensais comprendre ce qu'était la force. Je pensais que cela signifiait ne jamais avoir besoin d'aide, ne jamais céder, ne jamais laisser quoi que ce soit ébranler la forteresse que j'avais construite autour de ma vie. Et pendant des années, cela a fonctionné, jusqu'à ce qu'un homme discret, vêtu d'un uniforme usé, monte dans un avion et bouleverse tout mon système de croyances par un simple geste de gentillesse. Tu n'as pas simplement appelé Ethan, tu ne t'es pas contenté de venir, tu es resté. Et chaque fois que tu restais, quelque chose en moi qui était brisé guérissait lentement mais sûrement. J'ai passé des années dans des salles où des hommes parlaient de milliards, d'avenir et de fusion. Et je ne me suis jamais senti en sécurité dans aucune d'entre elles comme je me sentais en sécurité à tes côtés dans ce petit salon avec ses tasses à café ébréchées et ses carillons éoliens chantant dans la brise. Tu as dit un jour que l'univers parle dans le silence. Je commence à croire qu'il parle aussi à travers les enfants. Emma a donné à Ethan quelque chose que je n'aurais jamais pu lui donner, la permission d'être pleinement lui-même. Et il lui apprend aussi, à sa manière, tranquille. Je ne sais pas ce qu'il y a entre nous. Je ne veux pas mettre de nom dessus. Mais je sais une chose, je préfère passer un mardi matin ordinaire à parler de la pluie avec toi plutôt que 1000 nuits avec quelqu'un d'autre. Si tu veux ça aussi. Si tu es d'accord, viens me retrouver à l'ancienne serre vendredi à 10h. Pas de pression, pas de grands gestes, juste deux personnes qui ont peut-être trouvé la paix au milieu du bruit. Si tu ne veux pas, je comprendrai parfaitement. Mais je devais te le dire, car tu m'as dit un jour que parfois, le calme est ce qui reste après la tempête. Tu es mon calme. Michael resta immobile pendant un long moment. Le porche craquait sous son poids. Le vent soufflait dans les arbres. Un chat traversait doucement la clôture du voisin et quelque part dans la maison, le carillon éolien sonna une fois, deux fois, comme s'il répondait à une question qu'il n'avait pas encore posée à voix haute. Le vendredi arriva sous une pluie légère. Michael se tenait près de la fenêtre de la cuisine en train de siroter son café. Emma le regarda par-dessus son bol de céréales. « Tu vas jouer du violoncelle aujourd'hui ? Peut-être plus tard, répondit-il. Tu vas voir Mademoiselle Olivia ?» Il se retourna. « Pourquoi tu me demandes ça ? Parce que tu t'es rasé. » Michael éclata de rire. Emma sourit, une cuillère pleine de Cheerios suspendue en l'air. « Tu as l'air nerveux. »« Je le suis. Tu ne devrais pas l'être, » dit-elle avec l'assurance suprême d'une enfant de 8 ans. « Tu es la personne la plus gentille qui soit. » Il se pencha vers elle et ébouriffa ses cheveux. « Merci, petite. » La serre se trouvait à l'orée d'un ancien domaine qu'Olivia avait autrefois restauré pour des programmes communautaires, un lieu oublié, devenu aujourd'hui un sanctuaire paisible. Des vignes s'enroulaient le long des fenêtres, la mousse recouvrait les coins des marches en pierre, mais à l'intérieur, l'air était chaud et animé par le parfum de la lavande, du basilic et du jasmin en fleurs. Elle était déjà là. Olivia se tenait au centre, vêtue d'un pull bleu marine ample, les cheveux tressés sur une épaule, sans maquillage, sans talons. Elle leva les yeux lorsqu'elle le vit, sans surprise, juste soulagée, comme si une partie d'elle-même avait retenu son souffle jusqu'à ce moment précis. Il entra, sans parler. Elle non plus. Au lieu de cela, elle traversa la pièce, s'arrêtant lentement à 1 mètre de lui. « Salut, dit-elle. « Salut. Je n'étais pas sûre que tu viendrais. » Il sourit doucement. Je n'étais pas sûre non plus. Toujours incertain, il secoua la tête. Non. Ils restèrent debout en silence. Le genre de silence qui n'est ni oppressant ni exigeant, mais qui se propage comme la lumière à travers une feuille. Puis Olivia fouilla dans son sac et en sortit 2 gobelets en papier. Du thé. Il en prit un. Il but une gorgée. De la camomille. Avec un peu de miel, dit-elle. La recommandation d'Emma. Michael rit chaleureusement et discrètement. Elle a bon goût, c'est vrai. Pendant un long moment, il n'y eut aucune grande déclaration, aucune confession d'amour, juste le bruit de l'eau qui coulait, des plantes qui respiraient et 2 cœurs qui apprenaient à battre au même rythme. Et d'une certaine manière, cela suffisait. De retour à la maison, Ethan et Emma
construisait un tunnel avec des couvertures. Ethan tenait le poteau central comme un soldat en service. Emma lui tendit des renforts en forme d'oreiller. « Tu crois qu'ils se tiennent déjà la main ?» murmura-t-elle. Ethan sourit. « Probablement. » La première note était si douce qu'on aurait pu la confondre avec le vent, mais Ethan l'entendit. Il se détourna de la fenêtre où il traçait des formes sur la vitre avec son doigt et pencha la tête vers le salon. Le violoncelle chantait à nouveau, d'une voix grave, chaleureuse et régulière. Emma était déjà recroquevillée dans le fauteuil, les jambes repliées sous elle, un carnet de croquis posé sur ses genoux. Elle avait abandonné ses crayons de couleur, remplacés par le silence de l'émerveillement. Michael était assis, les yeux fermés. Bull glissait doucement sur les cordes qui avaient connu à la fois le silence et la tempête. Ses doigts calleux mais précis savaient exactement où se trouvait le calme, et il s'y rendait note après note, comme s'il retrouvait un vieil ami. Dans la cuisine, Olivia arrêta de sécher la vaisselle. Elle s'essuya les mains, marcha lentement jusqu'à la porte et s'appuya contre le cadre, observant, écoutant, se souvenant. Cela faisait 3 mois depuis ce matin-là dans la serre, depuis la lettre, depuis que 2 personnes, toutes 2 discrètement marquées, avaient choisi de ne pas fuir leurs blessures, mais de construire quelque chose de beau autour d'elles. Ils n'avaient pas précipité les choses. Il n'y avait pas eu de gestes brusques, pas de déclarations criées sur les toits, juste des cafés le matin, des promenades dans le parc, des repas préparés ensemble pendant que les enfants rigolaient devant des pancakes brûlés et des fourchettes musicales. Tous les mercredis, Ethan venait. Au début, il ne quittait pas sa mère d'une semelle. Mais maintenant, il se promenait librement, attiré non pas par les mots, mais par la présence d'Emma, sa patience, sa joie simple, son acceptation tranquille du fait qu'il n'avait pas toujours envie de parler. Et ça lui allait parfaitement. Un samedi, Emma lui a tendu un papier froissé, un dessin. On y voyait un avion dans les nuages, un homme aux cheveux longs avec un tablier blanc, un garçon avec des écouteurs et une fille qui lui tenait la main. « Tu l'as gardé ?» lui a demandé Michael, surpris. Elle a hoché la tête. « Je veux qu'Ethan sache qu'il est aussi mon héros. » Olivia s'est rapidement détournée, puis a fait semblant de remuer la soupe. Mais Michael avait vu ses yeux briller, et il n'avait rien dit, car il avait appris que parfois, le silence était le langage le plus puissant. Aujourd'hui était un jour spécial. Pas pour une raison que le monde aurait pu considérer comme importante. Pas de récompense, pas de gala, pas de presse. Juste 4 personnes. Un Porsche, un violoncelle, un ciel qui prenait des teintes ambrées annonçant l'arrivée de l'automne. Emma posa son carnet de croquis et glissa sur le sol, rampant vers Ethan. Elle tendit la main, non pas pour prendre, mais simplement pour offrir. Ethan hésita, puis plaça ses doigts dans les siens. Elle le conduisit lentement au milieu de la pièce où Michael était assis, et sans un mot, elle posa la petite main d'Ethan sur le corps du violoncelle, près du cœur. Michael continua à jouer, et les vibrations passèrent du bois à la main, puis au cœur. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent, non pas de peur, mais d'émerveillement. Puis, de manière inattendue, il tendit la main et toucha les cordes, une seule fois. Une note aiguë retentit, légèrement, un peu fausse, mais belle à sa manière sauvage. Emma rayonna. « Tu as joué une note. » Ethan sourit. C'était petit, mais ça restait. Ce soir-là, après le dîner, les enfants s'endormirent tôt, recroquevillés comme des virgules sur le canapé, entourés d'animaux en peluche et de couvertures chaudes. Michael porta Ethan jusqu'à la voiture d'Olivia, mais elle s'attarda sous le porche. Les étoiles étaient d'abord timides, puis elles s'affirmèrent. « Reste un peu, » dit-il. Elle resta. Ils s'assirent sur la balancelle du porche, enveloppés dans une vieille couverture. Ils restèrent longtemps sans parler. Puis Olivia murmura. « Je pensais que l'amour devait être bruyant pour être réel. » Michael sourit. « Et maintenant je pense que c'est le genre silencieux, celui qui se manifeste chaque jour, qui plie le linge, qui écoute sans chercher à régler les problèmes. C'est celui-là qui dure. » Il tendit la main et prit la sienne. « Je ne suis pas parfait, » dit-il doucement. « Moi non plus. Je brûle le pain grillé. Je ronfle. » Ils rirent tous les deux. Le carillon éolien chantait derrière eux, doux, irrégulier, vivant. Puis le silence revint. Mais il n'était pas vide. Il était rempli de souvenirs, d'espoir et de quelque chose de nouveau qui naissait. Avant de partir, Olivia tendit à Michael une petite boîte. « Qu'est-ce que c'est ? Ouvre-la plus tard. » Il le fit. À l'intérieur se trouvait un mot plié et un bracelet délicat fait de fins fils d'argent entrelacés avec un petit charme, une note de musique enroulée autour d'un cœur. Le mot disait « Pour Emma, quand elle sera prête à comprendre que la gentillesse est le super pouvoir le plus courageux qui soit. » Michael la serra fort dans sa main et pour la première fois depuis longtemps, il pleura. Dans les mois qui suivirent, la vie continua, non pas comme un conte de fées, mais comme quelque chose de mieux, de réel. Michael reprit son boulot de concierge de nuit, mais seulement à temps partiel. Pendant la journée,
Il enseignait le violoncelle aux enfants du quartier dans le centre communautaire qu'Olivia avait aidé à financer. Emma devint une leader discrète dans sa classe, du genre à s'assurer que personne ne s'asseyait seul à l'heure du déjeuner. Ethan a commencé à aligner 3, parfois même 4 mots. Son préféré était « encore, s'il te plaît ». Il le disait chaque fois que Michael finissait une chanson. Quant à Olivia, elle souriait davantage, dormait mieux et se surprenait à rêver à nouveau, non pas de profit ou de salle de réunion, mais de gâteaux d'anniversaire, de soirées cinéma et de la magie toute simple d'être aimée telle qu'elle était. Et ainsi, dans un monde souvent trop bruyant pour entendre les choses qui comptent le plus, ils ont construit un petit havre de paix où l'amour parlait doucement, où la guérison venait en douceur et où la gentillesse était le langage que tout le monde comprenait. Les plus grands miracles commencent-ils parfois par un petit geste de gentillesse? Partagez vos réflexions dans les commentaires et continuez à nous suivre pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci.